Audio Jungle. C'est un grand plaisir de vous retrouver dans ce énième numéro de votre magazine Face à l'actualité. Comme nombreux pays du continent africain, la RDC est confrontée à un immense retard en termes d'industrialisation. Malgré la création du Fonds pour la promotion de l'industrie en 1989 pour relever le défi, quel modèle d'industrialisation pour la République démocratique du Congo? On en parle tout à l'heure avec Mathieu Tekizala. Il est analyste économique, entrepreneur, directeur général de Spécial Autogarage qui est sur ce plateau. Mathieu Tekizala, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher journaliste. Alors, comme je l'ai annoncé, la RDC est l'Afrique, le continent africain, qui est le moins industrialisé de la planète, selon les experts qui en avancent souvent le manque d'électricité, des infrastructures défaillantes et une difficulté d'accès aux capitaux. D'abord, Mathieu Tekizala, quel est l'état de lieu de l'industrialisation au pays? Il y a un recul énorme, remarquable, parce que même à la sortie de l'indépendance, le semi-industriel était en avance. Mais 60 ans durant, 70 ans bientôt, le semi-industriel recule, le semi-conducteur recule. Ça signifie que les acteurs dans tout le secteur, parce que l'industrie, c'est une discipline qui touche la plupart des secteurs. Vous savez, prenons par exemple l'industrie pharmaceutique. Le Congo, avec le système de la gestion coloniale, la plupart des médicaments qu'on consommait en République démocratique du Congo étaient fabriqués localement. Qui l'ont consommé avant l'indépendance? Avant l'indépendance. Étaient fabriqués localement. Et quand vous regardez 62 ans après, tout ce que nous prenons comme médicament vient dans les autres économies. Un énorme manque à gagner, un énorme recul technologique, un énorme recul du positionnement de la République démocratique du Congo. Et quand vous prenez par exemple dans l'industrie aéronautique, et lorsque nous sortons dans les indépendances, dans l'industrie aéronautique, ça signifie qu'on était aussi mieux positionné parce qu'on avait par exemple l'académie des Air Zahir de l'époque et que les autres, des gens... Air Zahir, c'est après l'indépendance. Oui, mais après l'indépendance, oui. Mais ça a suivi presque la gestion coloniale qui a laissé un peu... Quelques années près de l'indépendance. Quelques années après, oui. Parce que c'est cette socle-là qui a permis aux gestionnaires post-après indépendance de bonifier. Donc automatiquement, et de l'époque, on avait une belle académie qui associait la partie industrielle des secteurs aéronautiques et qui accompagnait les institutions comme l'ISTA pour les polytechniciens de l'époque. Mais quand vous regardez aujourd'hui, pour entretenir l'avion en République démocratique du Congo, nous devons prendre recours des autres États. Si nous partons par exemple dans le navire, c'est fait que tout ce qui était bateau, ainsi de suite, on était en avance. Comme avec les fleurons de l'époque, Chanik Metal. Il y a eu des choses qui ont été montées par des ateliers, des chantiers navals de la République démocratique du Congo. Si nous partons dans ce qu'on appelle le verre de l'époque, quand vous prenez des sociétés comme Pelzet, qui faisaient sur place le raffinerie de tout ce qui est l'huile de palme, et les quantités étaient énormes. Donc, dans toutes les disciplines, quand on prend dans l'industrie textile, nous, à un moment, dans ce pays, on produisait beaucoup dans l'industrie textile, le wax, le coton, ainsi de suite. Il y avait des Sonteski, il y avait des Itex Africa. Aujourd'hui, l'habillement des Congolais, c'est uniquement l'autoroute de l'importation. Si nous allons encore dans tout ce qui est l'automobile, cette industrie aussi était en avance. Ça fait qu'on avait une chaîne de montage à l'époque en République démocratique du Congo et on avait des acteurs, l'écosystème existait. Mais aujourd'hui, tous les secteurs de discipline industrielle est en déficit. Mathieu Tekizala, peut-on classer la zérianisation parmi les facteurs qui ont freiné cet essor industriel? Oui, c'est parce que lorsque vous dites qu'il y avait telle industrie aéronautique, dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine médical et tant d'autres, aujourd'hui, le fait que ces industriels sont partis, ça freinait aussi le sort de l'industrie au pays. Parce qu'on voudrait nationaliser ces entreprises. L'idée était d'avoir le capital affairiste congolais, mais la façon de mettre en place, du point de vue pratique, n'a pas aidé la République démocratique du Congo.
on ne fait pas cadeau l'entreprise à quelqu'un. L'entreprise, on doit donner à quelqu'un qui a la matière, qui a l'expertise, qui a le réseau et qui connaît un peu c'est quoi l'entreprise. Le maréchal Mobutu de l'époque, qu'est-ce qui s'est passé? Pour lui, il fallait avoir des hommes forts économiques congolais. Au lieu aussi que ça passe par le canal des entrepreneurs ou les gestionnaires de boîtes, qu'est-ce que le maréchal a fait à l'époque? On va faire cette fièvre nationaliste avec les techniciens du bord politicien et administratif. Bizarrement, les gens qu'on avait appelés à l'époque les acquéreurs ont fait que l'outil productif qu'on avait à reculer parce qu'on n'a pas donné aux bonnes personnes. Alors, l'autre chose, c'est quoi? Ça signifie que l'industrie bancaire, par exemple, on était aussi en avance. Il y avait des banques au niveau de la République démocratique du Congo, comme on avait un actif qui permettait aux industriels d'avancer à la République démocratique du Congo. Mais après cette épopée, avec la crise post les années 90, comprenez mon émotion à l'Antsélé, qui a frustré beaucoup d'activités. Et puis, si vous regardez encore les dépillages, des années 90 encore, ça fait que le peu d'outils de transformation, on avait Goudir à l'époque, que le pays soit relégué à ce niveau, et que toutes ces frustrations qui venaient post-politiques et administratives, qui ont permis maintenant que les gens, comme ils étaient avec les vraies problématiques sociales, qu'est-ce qu'on a fait? Ça a fait inverser le semi-industriel qui était à la démocratie du Congo. Tout les mettait avec des transformations, on fabriquait des allumettes, on faisait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, regardez aujourd'hui, on importe tout. Ça signifie que... Même de l'aiguille, on importe. Oui, mais au Calais, je dis que après les indépendances, on était en avance, il fallait continuer avec cette ligne, il fallait créer des plans quinquennales, des plans stratégiques, le plan sectoriel pour permettre... Mais il fallait... Qui est-ce qui devait devoir mettre toute ce politique, le gouvernement qui devrait définir mot à mot ce politique industriel? Le gouvernement devait travailler en partenariat et en synergie avec des opérateurs et les acteurs sectoriels. Donc, bizarrement, les décisions ne peuvent pas tomber de haut. Normalement, dans tout le pays où l'industrie a pris l'essor, donc on travaille avec les acteurs sectoriels pour que les acteurs sectoriels, parce que c'est eux qui vivent ça au quotidien. Aujourd'hui, quand vous regardez, tout ce qui vient dans les autres pays est avec des protections de leurs États. Mais pour produire un pays démocratique du Congo aujourd'hui, l'énergie, vous avez dit, l'infrastructure nous fait défaut. L'autre fois, l'infrastructure existait. Aujourd'hui, quand vous regardez l'infrastructure, c'est tout un problème. Pour concilier des régions, c'est extrêmement difficile. Donc, le chemin de fer à l'époque existait. Mais quand vous regardez aujourd'hui, le chemin de fer est absent. Les États dans le continent qui sont en train d'avancer sur les politiques industrielles, c'est les États qui ont et l'infrastructure et les acteurs. Et on crée l'écosystème. Je vous rappelle, par exemple, à l'époque, on avait, par exemple, sidérurgie de Maluku. Normalement, c'était pour la transformation dans le métaux. En brut, nous avons. Mais la technologie qui a été vendue pour les sidérurgies de Maluku, il fallait que la matière première vienne encore dans les autres États. Aujourd'hui, le petit semi-industriel qui reste en République démocratique du Congo, nous avons des brasseries, nous avons ceux qui transforment par exemple des chaises plastiques, ceux qui font des savonneries, vous allez voir que ces gens-là, ils fabriquent ici, mais 3/4 de matière première n'est pas dans l'écosystème congolais. Donc là, il faut qu'on évolue. Ça signifie que vous allez voir le taux de pénétration, elle doit être autour de 60. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui au Maroc, ce qui s'est fait dans des pays comme l'Afrique du Sud. C'est fait que si vous montez le véhicule, par exemple, au Maroc, le rétroviseur ne va pas venir à Shanghai. Le rétroviseur doit être produit par les entreprises qui sont dans le sol marocain. Et c'est ça qu'on appelle le taux de pénétration. Quand vous avez un taux de pénétration, vous créez de la valeur. Un autre problématique qui a fait que l'industrie ne puisse pas être pérenne en République démocratique du Congo, les politiques fiscales de la République démocratique du Congo, le choix fiscal de la République démocratique du Congo. Parce que quand vous prenez des énormes coups de fouet, qu'est-ce qu'on fait? On réajuste. C'est fait qu'on favorise, on crée l'écosystème en disant venez produire. Le président Nana Akufo est en train de faire en ce moment pour donner l'essor industriel. Monsieur Mathieu, en parlant de la politique fiscale dont vous venez d'évoquer, mais est-ce que le cadre légal est bien défini pour réussir l'industrialisation? Mais je vous dis que vous prenez, nous sommes en déficit aujourd'hui en termes de pénétration et l'industrie de transformation en République démocratique du Congo. Nous vivons aujourd'hui uniquement avec les royalties douanières et les royalties minières. Même dans l'industrie minière,
les entreprises qui étaient à capitaux congolaises sont en difficulté aujourd'hui. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue toujours avec cette logique de croire que maximiser les retraites? Moi, je ne pense pas. Je crois qu'il faut créer des niches, il faut créer des mesures incitatives, il faut créer des mesures accompagnatrices qui va permettre que les industriels, on doit les séduire. Et puis, qu'est-ce qui fait encore que l'industrie requise la République démocratique du Congo? C'est la qualité des ressources humaines. C'est fait que la qualité des ressources humaines, bon nombre de gens qui prennent des qualifications scientifiques ne sont pas entraînés ou moulés dans la logique entrepreneuriale. Donc c'est ça le vrai problème. Pourquoi le scientifique n'arrive pas à concilier, à mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris sur le plan théorique? Bon, d'abord, le problème, l'absence cruelle le nombre des entreprises en République démocratique du Congo. L'économie congolaise s'est basculée plus vers l'informel au lieu qu'elle reste dans la formalité. Et cela fait que l'université n'est pas proche de l'entreprise. Or, lorsque les crises arrivent, pour absorber tout ce qui sont comme fixation sociale, vous devez chercher des voies et moyens que les gens qui sont formés scientifiquement soient qualifiés d'une façon comme une ressource humaine de qualification. Aujourd'hui, notre ressource humaine, l'absence cruelle des entreprises congolaises compétitives pour mettre ces gens-là, et puis une autre chose, le monde de l'université ne travaille pas avec le monde de l'entreprise. Normalement, ceux qui finissent doivent faire des stages en entreprise, doivent comprendre un peu comment ça fonctionne en administration. Ce n'est plus le cas aujourd'hui dans le système éducationnel congolais. Et c'est pour ça que vous voyez que dans des États comme les États-Unis ou la France, on fait ce qu'on appelle l'autonomisation de l'université et que l'université se rapproche de l'entreprise. L'université fonctionne. Aujourd'hui, dans ces pays-là, vous verrez que les gens, il y a même des incubateurs au sein des universités. Il y a des process qui commencent au sein des universités. Aujourd'hui, l'université au Congo, c'est uniquement couloir, obtenir le papier, mais l'université est faite pour résoudre des problèmes sociétals. Et on ne peut pas résoudre des problèmes sociétals qu'uniquement en restant dans l'approche théorique. Oui, c'est le théorique qui fait les choses. Maintenant, il faut amener l'approche théorique à l'approche pratique. Quelles sont les vraies problématiques? Donc, et puis, deuxième chose, ici, aujourd'hui, c'est quoi, monsieur le journaliste? C'est les entreprises telles que les spécial autogarage qui pouvaient être les entreprises avant-gardistes parce que, vous savez, nous sommes à post-4e génération de révolution industrielle. La première, c'était vapeur. La deuxième, c'est l'électricité, que nous appelons aujourd'hui l'énergie électrique. La troisième, c'est l'électronique. La quatrième révolution industrielle, c'est l'Internet que nous appelons les nouvelles technologies de l'information, voilà, de la communication. Qu'on appelle aujourd'hui 4 Web 0. Mais 4 Web 0, dans les États où l'entreprise est présente, l'entreprise agit, vous verrez que la plupart de cette ressource humaine commence à trouver des solutions, améliorer le vécu. Or, quand vous regardez, l'entreprise en République démocratique du Congo, on le donne dos, on donne plus couloir à ceux qui sont dans l'informel. Et bizarrement, c'est pour ça que vous voyez que les ressources humaines, nous devons chercher de voies et moyens, d'un côté en créant l'infrastructure, de l'autre côté à faire l'essor de l'entreprise en République démocratique du Congo pour que les ressources humaines congolaises deviennent une ressource humaine compétitive. Alors, Mathieu Takizala, comment réagissez-vous lorsque vous voyez l'RDC vers les années 60-70, on était premier producteur de tels produits, huile de palme, plusieurs produits que l'on produisait, excusez-moi pour la tautologie, qui nous plaçait, qui nous hissait parmi le pays qui pratiquait la meilleure production. Mais aujourd'hui, des pays qui étaient derrière la RDC supplantaient le pays. Ils ont anticipé, ils ont innové, ils ont travaillé dans toutes les disciplines industrielles, ils ont créé des acteurs, ils ont créé les écosystèmes, ils ont créé le main-d'œuvre qualité, et pour permettre que le capital local agisse et le capital étranger puisse agir. Ils ont concilié l'entreprise locale à l'entreprise
internationale en mixant tout ça. Et c'est pour ça que vous voyez que ce pays-là ont créé. Ils ont réformé... Mais quand vous dites concilier l'entreprise locale à l'entreprise internationale, oui. Été ça signifie qu'ils ont loué des partenariats, ils ont créé, aujourd'hui, la démocratie du Congo est bénéficiaire de plusieurs traités commerciaux. Or, logiquement, ces traités commerciaux devaient permettre à la République démocratique du Congo de hisser ces entreprises en synergie avec les autres territoires. En ce moment, par exemple, la République démocratique du Congo, l'Angola a une entreprise angolaise de transport qui fait le Congo. Mais est-ce que du côté de l'Angola, nous, le Congo, on a fait de sorte, le système public de la République démocratique du Congo, que nous puissions avoir aussi l'équivalent congolais qui rentre en Angola. Vous comprenez, c'est ça le problème. Ça veut dire que le mixage, c'est quoi? Lorsque les entreprises internationales arrivent, devaient créer l'écosystème en travaillant avec des boîtes comme Special Autogarage. Je peux vous donner par exemple l'exemple. Celui qui fabrique des huiles aux États-Unis, mais cette marque d'huile n'est pas connue en République démocratique du Congo. Au lieu que cette marque d'huile vienne encore au Congo en créant des petites supérettes, normalement, il doit travailler à travers l'entreprise congolaise qu'on appelle Special Autogarage. Et cet mixage va créer des emplois aux États-Unis, va créer des emplois en République démocratique du Congo à travers la terre congolaise qu'on appelle Special Autogarage et à travers la terre américaine qui fabrique des huiles. Ce sont ces éléments-là qui a toujours manqué dans le système collectif congolais. Il faut qu'on puisse faire des politiques. C'est comme ça on est plus, les entreprises sont plus renfermées à elles-mêmes au lieu de s'ouvrir aux autres. Il faut les booster parce que ces entreprises, il faut créer un écosystème favorable et puis les mettre en interaction parce que nous avons une diplomatie. En diplomatie, on dit la diplomatie politique, diplomatie militaire et diplomatie économique. La diplomatie économique, c'est quoi? Ça signifie que les politiques de la République démocratique du Congo, les politiques publiques de la République démocratique du Congo doivent faire de sorte que les entreprises des capitaux congolaises en finance et en capacité intellectuelle, qu'on appelle scientifique, puissent se mixer avec les autres. Et c'est comme ça. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un siècle où le monde est devenu un petit village. Ça fait que quand vous allez, par exemple, aujourd'hui, l'essor de l'automobile au Maroc, c'est ce mixage entre les constructeurs français et les entreprises marocaines. Et c'est pour cela aujourd'hui, cet mixage fait de sorte que le Maroc est devenu aujourd'hui le deuxième exportateur des véhicules en Europe. Et au moment où nous, au Congo, nous parlons de Covid, uniquement dans l'aspect ce sont des partenariats gagnants-gagnants. Voilà, au moment où nous parlons uniquement dans l'aspect des rangers, parce que ça booste tout, mais d'un côté, c'est une opportunité pour les mariages entre les entreprises canadiennes et les entreprises marocaines, parce que c'est là où ils produisent. Au moment où le salaire en Chine monte, mais le Maroc a une ressource humaine rodée, de qualité, et l'opérateur chinois va trouver la facilité à investir en Chine, au Maroc. Parce qu'il y a l'infrastructure, parce qu'il y a les ressources humaines, parce qu'il y a des boîtes de qualité, il y a des gestionnaires d'entreprises de qualité. On parle peu de l'industrie en République démocratique du Congo, on parle peu de l'entreprise en République démocratique du Congo. Et en RDC, des gestionnaires de qualité, il n'y en a pas? Mais le problème est que nous devons avoir aussi, nous sommes en plein 21e siècle, chers journalistes, il faut que la gestion de qualité en entreprise, c'est quoi? C'est des produits, c'est le service de qualité qui sort d'un côté. Le prévané, si à 80 ou à 85%, tout ce que nous consommons est transformé dans les autres territoires, pensez-vous pas que nous, les gestionnaires et les politiques, nous avons des énormes responsabilités et les institutions de formation qui sont à la République démocratique du Congo? Alors, Mathieu Takizala, pourquoi la plupart de projets industriels échouent ici au pays? L'absence de la création d'un écosystème. Vous avez par exemple un projet industriel à caractère agricole. Vous devez trouver les distributeurs. Vous devez créer les transporteurs. Vous devez créer le consommateur. Ça signifie que c'est un écosystème. Mais vous venez avec un projet à caractère industriel, vous transformez, mais vous ne savez même pas à qui il faut écouler. Admettons par exemple, vous venez pour mettre une chaîne de montage en République démocratique du Congo. Mais vous ne boostez pas d'abord les structures telles que les Special Autogarage. Mais celui qui va fabriquer, qui sera son allié pour la distribution? L'absence de l'écosystème. Et puis, celui qui va fabriquer, pour que ça devienne moins cher, il faut que la moitié de ce que lui il en a besoin
pour fabriquer, soit produit à l'Empire démocratique du Congo parce qu'il va réduire les coûts de transport et le coût de logistique et ainsi de suite. En 2021, l'année passée, le ministre de l'Industrie, c'est Julien Paluku. Ouais. Julien Paluku qui avait rendu public un document, c'était le programme national, je crois, de l'industrialisation. Il faut un plan. Qui avait reparti la RDC en 6 zones d'industrialisation. Ouais. Est-ce que peut-on compter sur de tels programmes pour avancer? Moi, je crois d'abord, il faut autopsier. Il faut regarder d'abord les 6 zones. Actuellement, le déficit est de combien? Et ce programme est quinquennal. Elle est comment? Stratégique. Elle doit créer combien d'emplois? Quelle est la barre? On doit mettre la barre haut parce que l'industrie n'est plus au Congo. Quels sont les acteurs qui sont sur le terrain, qui seront le vecteur pour que ces zones, les 6 zones, soient quand même honorables? Je crois qu'aujourd'hui, il faut l'essor des acteurs qui sont sur le terrain. Et qu'est-ce qui le manque aujourd'hui? Est-ce que c'est le finance? Est-ce que ce sont des débouchés? Est-ce que c'est les ressources humaines? Est-ce que c'est l'énergie? Est-ce que c'est l'infrastructure? Ça veut dire qu'il faut que ça soit zone par zone, qu'on sache aujourd'hui les déficits sont de combien. Et pour réaliser ça, qu'est-ce que ça demande? Quelles sont des alliances qui vont s'opérer? Est-ce que ça sera uniquement des 100% des acteurs locaux? Est-ce qu'on peut permettre que les acteurs locaux soient mixés avec des acteurs des autres continents, ou même dans le continent africain, qui ont un peu des avantages par rapport à des acteurs locaux aujourd'hui? Je crois que c'est une affaire étatique et aussi du côté privé. Il faut mixer les choses. Il faut travailler d'une façon avec du chiffrage statistique qui va permettre que nous sachions, nous tous aujourd'hui, que les 6 zones, les vrais problèmes, c'est ça. Mais pour pallier à ça, en termes de coûts financiers, ça va nous demander ça. Mais pour trouver ces coûts financiers, on va faire ça. Et quand on va réaliser ça, quelles sont la création de valeur qu'on va créer, combien on va gagner. Et aujourd'hui, dans chaque zone, nous dépendons quel est le pourcentage avec les autres pays. Qu'est-ce que nous sortons comme ressources financières pour acheter ces transformations qui viennent d'ailleurs? Je crois que c'est un travail qui est collectif, qui est dans la globalité. Il faut qu'on change aussi le système éducationnel. Il faut que l'école se rapproche de l'entreprise. Aujourd'hui, l'école soit adaptée. Oui, parce que dans tout le pays du monde, la formation tient compte de la réalité du marché de l'emploi. On en a besoin de qui réellement aujourd'hui? Donc les chefs d'entreprise que nous sommes, nous avons aussi des propositions à définir des lignes directrices, comment on doit faire pour parler en vrai sens de l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Alors, Mathieu Takizala, je l'ai dit dans mon introduction que le Fonds pour la promotion de l'industrie a été créé en 1989 pour relever ce défi. Ouais. De l'industrialisation. De 1989 jusqu'à ce jour, c'est presque 33 ans. Ouais. Est-ce que le pays a réussi sa mission de relever le défi de l'industrialisation? Non, mais quand vous partez des 3 décennies, Mohamed VI n'a pas fait 3 décennies, il a fait 2 décennies, mais le bilan industriel du Maroc, ils sont dans l'aéronautique, ils fabriquent même des composites. Hier, on fabriquait uniquement aux États-Unis ou en France. Ils produisent le véhicule qu'ils distribuent dans les 78 pays au monde. Et l'industrie, par exemple, dans le secteur de l'automobile, a créé de 2014 jusqu'à 2020 126 000 emplois. Vous comprenez? Donc, normalement, il fallait que nous puissions autopsier de telle manière. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis que tous les véhicules qui sont vendus à l'Empire démocratique du Congo, même le dérivé qu'on appelle pièces de rechange, pneumatiques, filtres, tous, c'est la transformation qui vient d'ailleurs. Or que la mission de cette institution financière, c'était qu'il fallait que la moitié de ces consommations soit produite localement pour que nous puissions conjuguer logiquement l'expression industrie. L'industrie, c'est quoi? C'est produire de grandes quantités avec des normes et réduire le temps et un volume très très important. Avoir aussi un marché. Mais logiquement aujourd'hui, l'industrie aussi permet un vecteur social, un vecteur technologique et un avancement. Aujourd'hui, dans tous les secteurs,
nous sommes déficitaires. D'où la nécessité de créer une banque publique d'investissement avec une branche cautionnaire qui va permettre... Mais les fonds pour la promotion des industries est là pour accompagner l'essor industriel au pays. Mais c'est pour cela, vous venez de dire, vous venez de préciser que c'est 3 décennies. Oui. Mais je vous dis que là où ça payait, avec des décennies, je vous ai donné rien que le secteur automobilier, que lorsque Mohamed VI arrive au pouvoir, dans le continent, le premier pays qui était en avance dans la production automobile, c'était l'Afrique du Sud. Or, aujourd'hui, quand vous regardez, l'Afrique du Sud retourne en 2e position. Le Maroc, a des décennies, devient le premier producteur des véhicules moteurs en Afrique et puis 2e exportateur du marché européen. Et c'est ça, normalement. C'est là le vrai déficit. Nous devons maintenant diagnostiquer réellement et innover. Innover, chers compatriotes. Donc aujourd'hui, l'industrie dans le territoire... Non, mais c'est comme si vous fouillez ma question. Non, moi, je posais la question de savoir, M. Tekizala, je le dis, je le répète, je me le répète, que ce depuis 1989, 3 décennies, que le FPI a été créé pour accompagner le sort industriel, pour relever ce défi de l'industrialisation, cette faible industrialisation. Est-ce que cette institution mérite sa place aujourd'hui? Mais Sotexi n'est plus ici. Itex Africa n'est plus ici. J'ai caminé en difficulté. Goudir n'est plus, il n'existe plus. Mais il est là pour accompagner. C'est ce que nous disons. Je dis que si, c'est pour ça que je vous ai donné une petite comparative un peu avant-gardiste, innovant, qu'un pays qui a de bonnes politiques industrielles regarde le ratio du Maroc. 2 décennies, on devient le 2e exportateur du marché européen en transformation. Vous comprenez? Le taux de pénétration dans cette industrie au Maroc, c'est 70%. Ça signifie que c'est que nous, on a monté des véhicules ici. Je vous ai dit au début que tout ce qu'on assemblait provenait dans la transformation des autres économies. Or, que regarde le geste gestuel, les gestes innovants que les Marocains sont en train de faire. Ça signifie que la plupart des pièces et les équipements entiers, ceux qui fabriquent, les Européens, ainsi de suite, ont choisi aujourd'hui le Maroc. Donc, c'est qu'eux, ils ensemble et font valoriser où? Au Maroc. Donc là, on peut dire que la Banque marocaine de l'industrie a fait le boulot. Alors, quels sont les différents facteurs qui peuvent accompagner, facteurs qui peuvent booster plutôt le développement industriel au pays? Ce qui peut booster le développement industriel au pays, ce sont 2 plans. Le stratégie industrielle, c'est travailler avec des acteurs sectoriels, comme je vous ai dit au début ici. C'est créer des niches, créer l'infrastructure, créer l'écosystème, faire de sorte qu'on exonère beaucoup de choses. Nana Akufo vient de faire, il essaie un peu d'imiter aussi le Marocain. Qu'est-ce que Nana Akufo fait? L'importation des véhicules. Vous aimez beaucoup citer l'exemple du Ghana. Mais quand quelqu'un fait bien, il faut le citer. Quand quelqu'un a des résultats, il faut le citer. Scientifiquement, c'est comme ça. Et quand on était à l'université, c'était ça. Et l'ami, le collègue qui comprennent mieux les logiques scientifiques, il faut le faire copain. Vous comprenez? Donc, Mohamed VI, je le fais copain. Je trouve que c'est génial. Je trouve qu'il a mis tout le monde en mouvement. Des initiatives que vous appréciez. Voilà, je trouve, mais c'est comme ça, il faut être avec l'honnêteté scientifique et intellectuelle. Je crois que les hommes comme de Mohamed VI, c'est des braves scientifiques qui ont compris comment il faut mettre tout le monde en mouvement. Et puis le président Olusegun Obasanjo, c'est quand vous allez aujourd'hui au Nigeria, c'est mettre tous les acteurs en mouvement, internationaux, nationaux, pour créer l'essor de ce pays qu'on appelle le Nigeria. Et c'est le cas aussi que nous devons faire pareil en démocratie du Congo. Nana, il faut voir que l'importation de véhicules, ça ne sert à rien. Ça coûtera cher beaucoup aux consommateurs ghanéens. Qu'est-ce qu'il fait? Il baisse le taux d'imposition d'amener le véhicule en République ghanéenne. Qu'est-ce qu'il fait? Il baisse l'imposition
pour l'installation des usines ou des transformations de véhicules au niveau du Ghana pour permettre que les choses soient faites à l'intérieur du territoire ghanéen. C'est ce que nous devons faire ici. Qu'est-ce qui fait encore? Par exemple, dans l'industrie automobile aujourd'hui, les difficultés reviennent quoi? Parce que c'est l'unique pays au monde où on accepte l'individu d'aller acheter le véhicule. Au lieu que ce soit les entreprises qui achètent pour les gens ou les entreprises. Ça se fait nulle part au monde. Il faut protéger les entreprises, permettre aux entreprises d'agir. Ce n'est pas le cas. Qu'ils soient en service en automobile aujourd'hui, vous voyez que le 3/4 d'activité n'est pas avec les chefs des entreprises qui peuvent nous aider que l'industrie arrive, parce que l'industrie s'installe dans un territoire où l'entreprise est là pour acheter leur transformation. Or qu'aujourd'hui, les entreprises qui sont en République démocratique du Congo, on les met dans des situations de difficulté. C'est ça aussi qui ne permet pas à l'essor industriel de la République démocratique du Congo. Alors, vous étiez en train d'énumérer les éléments qui peuvent contribuer à booster l'industrie. Ce qui peut contribuer à booster, ça signifie aussi l'une des solutions, le mixage entre les acteurs publics et les acteurs privés. Admettons par exemple un mixage entre Spécial Autogarage et Sonas. Ça signifie que tous les sinistres qui se font en République démocratique du Congo et que la personne, quand il signe son contrat d'assurance, il sait qu'il sera accompagné par l'opérateur privé qu'on appelle Spécial Autogarage. Le fruit de cette alliance va faire gagner Sonas, va faire gagner qu'un jour peut-être Spécial Auto devienne parmi les acteurs qui vont permettre le sort industriel de la République démocratique du Congo. C'est votre souhait. Alors, Mathieu Takizala, je termine par cette question. Quel modèle d'industrialisation pour le pays? Bon, d'abord, le prototype d'industrialisation d'un pays, ça dépend d'abord de comprendre la physionomie de notre pays. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous sommes en retard, nous sommes déficitaires. Ça signifie qu'il n'y a pas plus de gens en mouvement en termes d'une façon catholique, d'une façon structurelle. Donc, nous devons tabler dans des secteurs à énorme forte valeur ajoutée pour occuper les intelligences congolaises. Parce que l'industrialisation, c'est la recherche. Nous devons permettre aux scientifiques industriels congolais d'avoir des moyens d'agir. Les laboratoires d'industrialisation, ce sont des entreprises. Il faut que les entreprises qui sont à la République démocratique du Congo puissent avoir des moyens pour nous accompagner. Et aujourd'hui, je vous dis que nous, les chefs d'entreprise, moi, Mathieu Takizala, on a cette vision-là d'être un industriel congolais. Mais qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Le marché, le travail pour Spécial Autogarage. Ça signifie que lorsqu'on a du travail chez Spécial Autogarage, nous pouvons louer des alliances stratégiques avec les autres industriels du monde pour que nous puissions... Il y a une belle zone, un projet qui était aujourd'hui, la zone industrielle de Maluku, que je viens même de chercher à aller voir le directeur, la personne, le chargé d'affaires de cette zone industrielle, que nous puissions un peu comprendre quels sont le paquet, quelles sont les mesures incitatives, qu'est-ce qu'est l'accompagnement financier, quel est l'accompagnement fiscal, quelles sont les améliorations en termes énergétiques, les améliorations en termes logistiques. Est-ce que l'aéroport d'Ndjili, on peut faire un grand hub logistique pour que le cargo choisi aéroport d'Ndjili pour que les indices comme le train nous fait défaut d'abord en ce moment. Est-ce qu'on peut être rapide avec un grand port à Kinshasa qui va permettre aux industriels de bouger des lignes? Est-ce qu'on peut être encore rapide avec le port de Banana? Donc, vous voyez, c'est tout ça. Il faut mixer les compétences pour que la et puis l'imposition douanière, l'imposition fiscale, l'imposition sociale, comme nous sommes en retard, il faut les faire avec des méthodes incitatives pour qu'on puisse permettre la naissance ou l'avancement de l'industrie en République démocratique. Voilà, merci beaucoup Mathieu Takizala. Je rappelle que vous êtes entrepreneur, directeur général de Spécial Autogarage, aussi analyste économique. Merci d'avoir intervenu dans cette émission face à l'actualité. C'est moi qui vous remercie, c'est une responsabilité, c'est une gravité. Nous sommes là et les acteurs sont là sur le terrain. Il suffit que la conscience collective de la République démocratique du Congo, que nous puissions comprendre que l'industrie est faite pour les industriels.
pour ceux qui sont sur le terrain. L'essor de l'industrie, c'est l'avancement des entreprises, des gens qui achètent aux industriels. Mais aujourd'hui, l'entreprise a reculé en République démocratique du Congo parce qu'on a permis que l'informel, il faut verrouiller, il faut décourager l'informel, il faut permettre aux entreprises qui sont dans l'informel, il faut mixer les entreprises de portefeuille congolais en créant des produits dérivés avec les entreprises du côté privé. C'est comme ça qu'on peut créer un marché et vous verrez que l'industrie peut revenir à démocratique. Voilà, merci beaucoup Mathieu Takizala. Une fois de plus, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est fini pour cette émission Face à l'actualité. Le rendez-vous dans le prochain numéro. C'est moi qui vous remercie.